Quand on a vu cette apparition sur la photo, on a vraiment eu peur. Je sentais qu'il y avait un danger et qu'il ne fallait pas rester là. Cambriolage et son équipe d'élite. C'est la meilleure équipe de vol de banque dans l'histoire du FBI. Il a planifié son coup des mois à l'avance et l'a exécuté à la perfection. Il a éventré une chambre forte bien garnie. C'était un gros coup. Il n'avait jamais croisé une banque contenant autant d'argent. Une fois la poussière retombée, de l'argent et des bijoux d'une valeur de 8 millions de dollars s'étaient volatilisés. Il a été le contrebandier le plus étonnant des États-Unis. Des quantités incroyables, du jamais vu. Ce génie a transporté 67 tonnes de marijuana. Ils se prenaient vraiment pour des pirates. Empochant 200 millions de dollars au nez de la DEA. Ah, mais nous nous sommes vraiment fait avoir. Découvrez comment un génie du crime. Nous sommes à Laguna Niguel, une communauté du sud de la Californie où vivent des retraités fortunés. On y trouve des terrains de golf luxueux, des plages et des hôtels 5 étoiles. La United California Bank est située dans le centre de Laguna Niguel. C'est là que les résidents fortunés ont entreposé leur argent, leurs actions et leurs bijoux dans les années 70. L'argent contenu dans cette banque était de l'argent que les résidents préféraient peut-être garder secret, de l'argent que certains cachaient au fisc. Cette banque avait la réputation d'être l'endroit idéal pour garder de l'argent à l'abri des regards indiscrets. Selon une rumeur, le président Richard Nixon y gardait une somme d'argent secrète. La chambre forte de la banque était un chef-d'œuvre. De l'autre côté de la porte en acier munie d'une serrure à minuterie, les centaines de coffrets de sûreté à double serrure étaient entourés de murs en béton armé de 46 cm d'épaisseur, et le tout était protégé par de multiples systèmes d'alarme. Avec leurs biens les plus précieux gardés sous clé dans un lieu sûr, les clients de la banque dormaient tranquilles. Mais le 24 avril 1972, ils découvrent que la banque a été la cible d'un des cambriolages les plus ingénieux de l'histoire américaine. J'étais à mon bureau tôt dans l'après-midi. Le bureau du shérif du comté d'Orange m'a contacté à la suite de l'appel de la banque. Ils étaient incapables d'ouvrir la porte de la chambre forte. Le mécanisme de la minuterie avait été bloqué de l'intérieur. Quand nous avons ouvert la porte, nous avons trouvé un amas de ciment. Les coffrets de sûreté étaient éparpillés. Il y avait des titres de placement et des biens personnels comme des photographies. Il y avait de tout sauf de l'argent et des bijoux. J'ai tout de suite pensé, Houston, je crois que nous avons un problème. Ils avaient fait sauter le plafond de la chambre forte pour s'y introduire et la poussière de béton s'était déposée. Ils avaient fait descendre une lampe dans la chambre forte par le plafond. Il y avait des rallonges à l'intérieur. Les outils des voleurs étaient là. Il y avait des contenants de lait qui renfermaient de l'eau et qu'ils avaient probablement utilisés pour refroidir les perceuses. Il y avait un gant de coton et beaucoup de poussière grise. Le voleur avait très bien préparé son coup. Pas de témoins, pas d'empreinte digitale. Les voleurs avaient fait exploser un bloc de béton armé de 46 cm d'épaisseur, s'étaient introduits dans la chambre forte, avaient ouvert 500 coffrets de sûreté blindés et déguerpis avec des millions. Le FBI n'avait rien, aucune indication sur l'auteur de ce genre de crime. De 8, le nombre d'agents à s'intéresser au cas est passé à 125 au cours des premières semaines. Tout le monde voulait découvrir qui avait monté ce coup de génie. Le cerveau qui a organisé ce vol étonnant s'appelle Emil Dincio, natif de Youngstown, en Ohio. Il avait perfectionné l'art d'ouvrir les coffres depuis son adolescence. La question est, comment a-t-il fait? Voici Emil Dincio, le génie derrière l'un des vols les plus importants des États-Unis.
Le vol qu'il a effectué à la United California Bank de Laguna Niguel se chiffre en millions de dollars. Mais comment a-t-il organisé ce crime spectaculaire? Emil Dinzio vient de Youngstown, en Ohio. En 1963, le Saturday Evening Post a appelé l'endroit Crime Town. C'était une communauté défavorisée que les associations criminelles de Cleveland et de Pittsburgh se disputaient, et Emil Dinzio était un héros local. Il était reconnu pour une série de vols de banque qu'il avait fait entre Youngstown et la Floride. Dinzio apprend par un de ses acolytes de la mafia que la United California Bank de Laguna Niguel est remplie d'argent et de bijoux. Dinzio avait développé son art dans le Midwest et en Floride, mais une fois en Californie, il a rassemblé toutes ses connaissances. Il a frappé dans le mille. C'était un gros coup. Il n'avait jamais croisé une banque contenant autant d'argent. Dans ce domaine, il faut beaucoup de planification et d'expertise. Autrement, c'est impossible d'entrer. Il devait savoir où se trouvait la chambre forte et connaître les heures d'ouverture et de fermeture de la banque. Il devait bien connaître cette banque avant d'agir. En même temps qu'il surveillait la banque, il notait les déplacements des policiers dans le secteur. Il connaissait leurs allées et venues. Dinzio découvre aussi que le poste de police local n'a qu'une seule voiture de patrouille pour desservir une région de 30 km. Son voyage de reconnaissance terminé, il retourne à Youngstown pour former son équipe. Dinzio a bien choisi les membres de son équipe. Il a fait appel à des personnes de sa famille et à quelques fidèles qui le respectaient. Il a pris des spécialistes, des gens avec qui il avait déjà travaillé, des gens de Youngstown. Il avait besoin de quelqu'un pour débrancher le système d'alarme, quelqu'un pour surveiller la police, quelqu'un pour défoncer les coffrets de sûreté et un costaud pour monter la garde à l'extérieur de la banque. Il a donc formé son équipe avec des personnes de Youngstown qu'il connaissait. Prêt à passer à l'action, Dinzio et sa bande prennent l'avion pour Los Angeles, puis un taxi en direction sud. Après avoir donné un pourboire de $100 au chauffeur, ils passent la nuit dans un motel, puis se mettent sérieusement à la tâche. Emil a chargé deux de ses neveux, Harry et Ronnie Barber, de trouver un endroit où habiter. Alors, Harry et Ronnie sont allés voir un agent immobilier et ils ont acheté un condominium à quelques pas de la banque. De là, ils pouvaient voir le toit de la banque. Puis, ils achètent les outils dont ils auront besoin. Quand on s'apprête à cambrioler une banque, on doit prévoir une voiture pour s'enfuir. Emil a donc acheté une Oldsmobile Super 88 annoncée dans un journal. Dinzio envoie alors ses hommes dans tous les coins du comté d'Orange pour acheter les outils et l'équipement nécessaires. Il n'y a rien de suspect chez quelqu'un qui achète des câbles, une perceuse ou une génératrice. Ce volet du plan était génial. Dinzio range la voiture dans le garage privé du condo et dote le coffre d'un double fond pour y cacher les outils. L'équipe est confiante et prête à passer à l'action. Dinzio annonce le coup pour le vendredi soir. Vêtus de noir, ils se dirigent vers la banque dans leur voiture trafiquée. Emil Dinzio restait en contact avec le gars responsable des communications. Du condo, il surveillait les déplacements de la police avec sa radio. Le costaud était au coin de la rue, muni d'un poste walkie-talkie et en contact avec le gars des communications. Les trois rapportaient chaque geste qu'il posait. Si la police s'était montrée, ils avaient prévu un signal pour tout arrêter. Dinzio consulte sa liste. 1. Neutraliser le système d'alarme externe. 2. Se brancher au système électrique et percer un trou dans le toit. 3. Débrancher le système d'alarme relié au poste de police. 4. Défoncer le plafond en béton armé de 46 cm d'épaisseur de la chambre forte. Et 5. Ouvrir plus de 500 coffrets de sûreté faits de cuivre et d'acier. Ils ont installé une échelle contre le mur extérieur et sont montés sur le toit. L'un d'eux a tenu Emil par les chevilles de l'autre côté du mur.
Emil a versé une mousse de polystyrène liquide dans le boîtier du système d'alarme pour immobiliser le battant. Cela fait, ils ont quitté la banque pour vérifier si les policiers étaient en route. Personne à l'horizon. Ils sont donc remontés sur le toit par l'échelle. Cette chambre forte était un chef-d'œuvre. Elle était conçue à l'épreuve de toute intrusion. C'était génial d'éviter la porte. La chambre forte était en béton et sa faiblesse était le toit. Utilisant l'électricité d'un climatiseur, il découpe un trou dans le toit en contreplaqué d'à peine 1 cm. Puis, ils ont sauté sur le plafond de la chambre forte. La première chose à faire était de neutraliser le système d'alarme interne relié au bureau du shérif du comté d'Orange. Ça prend un expert pour faire cela. S'ils avaient échoué, les policiers seraient arrivés et cette entrevue n'aurait pas lieu. L'équipe retient son souffle pendant que Dinzio tente de neutraliser le contact avec le bureau du shérif. Mission accomplie. L'équipe peut alors se concentrer sur le plafond de la chambre forte. Ils ont utilisé une perceuse à faible vitesse et pratiqué 16 trous dans le béton. Puis, ils ont fait glisser 16 bâtons de dynamite dans les trous. Dehors, 2 membres de la bande remplissent des sacs de toile avec de la terre. Ils ont monté les sacs et les ont empilés sur les trous contenant la dynamite et les détonateurs. Ils ont déclenché le détonateur et l'explosion s'est produite. C'était une énorme explosion, mais les sacs de terre l'ont étouffée et l'explosion s'est transformée en implosion. Ils ont fait sauter le plafond de la chambre et il s'est créé un trou. Le seul problème est que les barres d'armature ont résisté à l'explosion. Mais Dinzio trouve rapidement une solution. Ils ont coupé les barres avec des chalumeaux d'acétylène puis se sont laissés tomber dans la chambre. C'était un véritable fouillis. Il y avait des morceaux de béton et d'acier partout. Un désordre complet. Il y avait de la poussière grise partout. Les hommes sont prêts à s'attaquer au coffret de sûreté. Le compte à rebours est commencé. Avec les coffrets de sûreté, nous avons affaire à 2 serrures. Il faudrait faire preuve d'une force inouïe pour arriver à ouvrir ces coffrets, parce qu'ils sont conçus pour être inviolables. Ils avaient une masse faite sur mesure munie d'un bout qui s'insérait parfaitement dans la serrure de chaque coffret. Ils avaient fabriqué eux-mêmes cet outil sur un tour. Ils perçaient la serrure avec une des masses et frappaient l'autre bout avec une deuxième masse pour forcer le coffret. Il y avait des souvenirs personnels, des cendres d'êtres chers, des mèches de cheveux d'enfants, des photos. Ils ont aussi trouvé des titres de placement, de l'argent et des bijoux, mais il y en avait trop. Ils ont dû partir. Ils se sont servis des sacs de toile pour ramasser leur butin et le sortir de la banque. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pu. Ils sont sortis et ont décidé de revenir le lendemain soir. La partie géniale de leur plan a été de conserver la rondelle de contreplaqué du toit. Ils l'ont remise à sa place avec du goudron et ils ont placé un petit miroir sur le dessus. À la lumière du jour, quand le soleil plombait, ils pouvaient voir son reflet à partir du condo où ils habitaient. Si le miroir avait été déplacé, ils n'y seraient pas retournés. Emil Dinzio voulait prendre tout ce qu'il pouvait dans cette banque. Le butin de la première nuit ne lui suffisait pas. Ils ont passé toute la nuit du samedi, mais il en restait. Alors ils sont revenus et ils ont passé toute la nuit du dimanche. Il a travaillé presque jusqu'à l'ouverture de la banque. À 4 heures du matin, après 3 longues nuits, Dinzio reçoit un appel du responsable des communications. C'est le temps de partir. Mais il reste une chose à faire, percer un trou dans le mécanisme d'ouverture de la porte de la chambre forte. Alors, à l'ouverture de la banque, le responsable de la chambre forte a été incapable de faire bouger la serrure. La bande de Dinzio est retournée au condo et a réalisé l'ampleur du trésor.
Les titres de placement, l'argent et les bijoux représentaient plus de 8 millions de dollars. Le cambriolage est sans faille, mais leur fuite l'est beaucoup moins. Important des États-Unis, Emil Dinzio et sa bande retournent à Youngstown, en Ohio. Le FBI passe toutes les preuves au crible. Nous avons tout de suite compris que ces gens n'étaient pas de la région de Los Angeles. Nous ne voyons pas ce type de vol de banque sur la côte ouest. Nous savions que c'était quelqu'un de l'extérieur, un professionnel. Nous avons pris contact avec nos bureaux au pays et nous leur avons dit ce que nous savions. Quelqu'un du bureau du FBI de Cleveland leur a répondu. Il avait reconnu la façon de faire de Dinzio. Selon le bureau de Cleveland, c'était sans doute l'œuvre de la bande de Dinzio de Youngstown, en Ohio. Il les soupçonnait d'avoir perpétré d'autres cambriolages très professionnels aux États-Unis. Nous savions que les auteurs du vol n'étaient pas de Los Angeles. Ils avaient donc dû s'y rendre et toutes les personnes qui viennent à Los Angeles prennent l'avion. Ils n'aiment pas conduire dans le désert. Les bureaux du FBI ont vérifié les vols et avec les différentes compagnies aériennes, nous avons découvert que Dinzio et quelques-uns de ses associés avaient pris un vol environ une semaine avant le cambriolage. Nous avons interrogé tous les chauffeurs de taxi qui travaillaient à l'aéroport à cette période. C'était la seule façon de se rendre de l'aéroport de Los Angeles au comté d'Orange. Ils ont trouvé un chauffeur de taxi qui se souvenait d'un groupe de 5 gars et surtout de celui qui lui avait donné un pourboire de $100. Le coupable était Emil Dinzio. Le chauffeur a dit au FBI qu'il les avait conduits à une maison à Southgate, en Californie. Il s'est avéré que cette adresse était celle d'une famille nommée Barber. Viola Barber est la sœur d'Emil Dinzio. Ils se sont renseignés dans le voisinage, se disant que 5 hommes n'auraient pas pu demeurer dans une petite maison de banlieue. Ils ont trouvé un hôtel où ils avaient séjourné et ont vérifié la liste des appels téléphoniques. Le numéro d'un agent immobilier du comté d'Orange figurait sur la liste. Je me suis rendu à l'agence. Je me suis identifié et en quelques minutes, j'ai obtenu l'adresse d'un condominium enregistré sous le nom de Barber. L'agent immobilier était celui qui leur avait vendu le condo sur le terrain de golf, tout près de la banque. Nous avons fouillé le condo. Il avait manifestement été nettoyé. Ils avaient utilisé un poli à meubles, un poli résistant pour éliminer toutes les empreintes digitales. Ils ont été brillants. L'endroit était impeccable. Les murs avaient été lavés. Les tapis avaient été nettoyés. Tout était d'une propreté maniaque. Les agents du FBI étaient sûrs de ne trouver aucune piste. Mais comme ils quittaient le condo, un des agents a ouvert le lave-vaisselle. Ils avaient oublié de le mettre en marche. Leurs empreintes digitales se trouvaient à l'intérieur du lave-vaisselle. Et ces empreintes ont confirmé la présence de 7 gars de Youngstown, en Ohio, dans le sud de la Californie, et dans un condo situé à quelques pas de la banque. Un autre numéro sur la liste des appels faits à partir de l'hôtel les a conduits à la résidence d'un certain Early Dawson. Les agents du FBI interrogent un ex-marine nommé Early Dawson et lui montrent des photos de Dinzio et de sa bande. Il a pris une photo de Charles Mulligan, disant que c'était un de ses bons amis. Il avait grandi avec lui à Youngstown. Puis, il a touché la photo de Dinzio et a dit « Ces gens sont venus chez moi ». Mais Dawson a une autre surprise pour le FBI. Il leur apprend que Dinzio et Mulligan ont laissé leur voiture dans son garage. Elle est toujours là. Il me répond que oui et qu'il ne peut pas garer sa voiture parce que c'est un garage simple. Frank Kelly a obtenu un mandat de perquisition. Je savais que nous tenions quelque chose parce que je me souvenais d'avoir vu de la poussière grise sur la banquette arrière. Et c'était le même genre de poussière que celle de la chambre forte. Dans la voiture, ils ont trouvé un gant en coton semblable à celui trouvé dans la banque et dans le coffre, tous les outils qu'ils avaient utilisés pour le vol.
Nous n'avions aucun doute que cette voiture avait servi au cambriolage de la banque. Plus tard, les empreintes digitales trouvées dans le taux ont permis d'identifier 3 des 4 suspects, y compris Denzio. Détenant les preuves qui incriminent Denzio, le bureau du FBI de Youngstown l'arrête. Pendant la perquisition, les agents du FBI trouvent des pièces de monnaie rares qui appartiennent à un client de la banque. Ce client était un collectionneur de pièces de monnaie. Plus tard, il a pu identifier des pièces trouvées chez Denzio et il a affirmé qu'elles faisaient partie de la collection qu'il gardait à la banque. Par la suite, tout s'est précipité. Avant la fin de l'été, Denzio était en prison et la majorité de la bande a été arrêtée en quelques mois. Les acolytes de Denzio sont passibles de peines allant de 3 à 5 ans. Quant à Denzio, le génie du crime, il est condamné à 10 ans. Le seul point qui n'est pas révélé lors du procès est qu'il avait un motif secret. Nous avons neutralisé un génie du crime et démantelé une organisation solide. Nous avons travaillé fort et nous avons agi dans la légalité. Une question demeure. Quel est le véritable motif qui a poussé Denzio à attaquer la chambre forte d'une banque située dans un coin aussi retiré? Il existe des millions de banques dans des quartiers retirés, mais combien y en a-t-il situés à 15 km du lieu de naissance de Richard Nixon et qui possèdent un compte personnel à son nom? Pour eux, c'était le crime parfait parce qu'ils considéraient que Richard Nixon avait volé cet argent à d'autres personnes. Ils croyaient trouver un coffret de sûreté contenant 30 millions de dollars. C'est pour cette raison qu'ils y sont retournés. Ils cherchaient le gros filon. Et tout ce qu'Emile Denzio a trouvé, c'est une peine de 10 ans pour réfléchir à ses erreurs.